Bonjour à tous. Donc oui, Julie Chiron, je suis accompagnée de Florence Ettoré, ma chef d'unité. Alors, nous travaillons à l'unité d'évaluation des risques pour le bien-être, la santé, l'alimentation des animaux et les vecteurs. Et on va donc vous présenter ce dossier qui correspond à des lignes directrices pour des référentiels d'étiquetage du bien-être des animaux. On va peut-être commencer par des excuses parce que nous ne pouvons pas être parmi vous cet après-midi. Et puis, j'ai cru comprendre en entendant les noms, les prénoms, que certainement une grande partie d'entre vous ont déjà pu assister à cette présentation, puisque on a auditionné beaucoup d'entre vous pendant ces travaux et que nous avons restitué ces travaux aux personnes auditionnées. Donc, pardon d'avance pour la redite. Alors, pour les autres, ces lignes directrices, elles sont un point de vue scientifique pour la construction d'un référentiel d'étiquetage du bien-être des animaux, puisque vous le savez, donc l'agence en évaluation des risques donne un regard scientifique aux décideurs pour qu'ils puissent ensuite gérer. Il s'agit... Ah, j'arrive pas à passer mes diapos, excusez-moi. Ok, voilà. Ce dossier est donc une auto-saisine de l'ANSES, ce qui signifie que l'ANSES a décidé elle-même de se positionner sur ce dossier de ligne directrice pour des référentiels d'étiquetage. Et cette proposition d'auto-saisine, elle a été faite par des experts scientifiques du comité d'experts spécialité santé et bien-être des animaux de notre direction, sur la base des 3 premiers points de ma diapo. Donc, comme ça a déjà été dit et que vous le savez, l'intérêt des citoyens européens pour la protection des animaux d'élevage qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années, visible notamment sur les 2 eurobaromètres. Le dernier en 2023 montre encore une augmentation du nombre de citoyens européens intéressés par cette question. La multiplication des étiquettes qui présentent des allégations bien-être des animaux sans pouvoir dire réellement ce qui se cache derrière ce terme. Et puis, bien, le Green Deal européen avec la Farm to Fork de la Commission européenne et ce volet assez important consacré au bien-être des animaux et prévoyant donc la révision complète de la législation sur le bien-être des animaux, mais également la possibilité de mettre en place une étiquette bien-être des animaux qui pourrait être harmonisée au sein des États membres. Donc, l'ANSES s'autosaisit sur ce sujet en 2021 et le cadre de cette autosaisine, il est le suivant, donc utiliser des données scientifiques pour établir les critères qui vont permettre d'évaluer le bien-être des animaux, couvrir toutes les espèces animales vertébrées de production de denrées ainsi que tout leur système d'élevage. Alors, bienvenue les filières poissons, exit la filière apicole. Considérer les 2 étages des filières de production animale, étage de production, étage de sélection-multiplication, qui permettra ainsi de considérer les impacts de la génétique sur le bien-être des animaux. Donc, tenir compte des interactions bien-être et santé et couvrir pour tous les animaux de la filière, sélection, multiplication et production, leurs 3 étapes de vie en élevage, pendant le transport et à l'abattage. Alors, pour réaliser ces travaux, je n'étais pas du tout présidente. Moi, j'ai coordonné ces travaux avec une collègue à moi. Pour réaliser ces travaux, ce sont donc 10 experts que nous avons réunis dans un groupe de travail ad hoc et qui devaient présenter, bien sûr, des compétences multiples permettant justement d'étudier l'ensemble des domaines qui sont à la confluence de l'étiquetage. Donc, notre présidente était Catherine Belloc et notre vice-président Pierre Mormed. Et vous le voyez, nous avons donc des spécialistes de l'ensemble des filières, mais également Marine Friand-Perrault, spécialiste du droit de la consommation, du droit européen de la consommation, du droit de l'agroalimentaire. Nous avions également Pascal Leroy, spécialiste en génétique. Nous nous sommes réunis 27 fois et surtout, donc, 23 personnes ont été auditionnées.
des scientifiques spécialistes en socio-politique du sujet, mais également des parties prenantes et dont certains d'entre vous ici présents. À l'ADER, c'est notre unité qui a donc réalisé l'essentiel de la coordination, mais nous avions à nos côtés une personne de la direction Sciences sociales, économie et société qui a étudié toute une partie du contexte du sujet. Elle s'occupait donc de la partie sociopolitique. Donc cette partie contexte, elle est variée. Vous retrouverez l'ensemble des éléments sur le rapport qui est publié sur le site de l'agence, puisque nous avions donc ce contexte politique et institutionnel, le point de vue des sciences sociales, le cadre juridique de l'étiquetage, le contexte technico-économique des filières, la définition du BEA. Et là, vraiment, je vous présente un petit focus raccourci. Donc, pour vous dire, sans doute encore des choses que vous connaissez, qui sont basées sur les deux rapports qui font référence, donc celui de la section recherche du Parlement européen et celui de la Commission européenne, qui indique que tous les pays de l'Union possèdent aujourd'hui des étiquettes spécifiques du bien-être des animaux, plus Norvège, Royaume-Uni, Suisse, que 51 étiquettes sont dénombrées aujourd'hui au sein des États membres, plus Royaume-Uni et Suisse, et 17 d'entre elles présentent une dimension agriculture biologique. En France aujourd'hui, une seule étiquette spécifique du bien-être des animaux qui a été créée par l'Association pour l'étiquette bien-être animal et qui couvre les produits viande fraîche pour la filière poulet de chair. Concernant les consommateurs, ce à quoi ils peuvent se référer sur leurs produits aujourd'hui, ce sont des étiquettes qui se réfèrent à des normes de l'Union européenne, comme l'étiquette agriculture biologique ou les numérotations sur les œufs coquilles qui vont se référer à des méthodes de production des animaux. Et pour tout le reste des informations, eh bien, elles vont dépendre des systèmes d'étiquetage nationaux qui suivent en fait les législations de chaque État qui vont offrir différentes approches et donc différents niveaux de protection des animaux. Et les informations qui peuvent aujourd'hui être délivrées sur des étiquettes qui indiqueraient une information bien-être animal, eh bien, elles dépendent de cette législation européenne sur le bien-être des animaux qui a été jugée insuffisante, trop vieille, obsolète compte tenu des avancées scientifiques qui ont été faites sur le sujet. Cette législation, vous le savez, elle est en pleine révision et de nombreux avis de l'EFSA sont sortis pour cela. Ces informations dépendent également, comme je vous le disais avant, des législations et des initiatives nationales qui peuvent être très différentes, voire divergentes, et également donc des forces de marché avec des systèmes privés d'étiquetage d'application volontaire. Un dernier point de contexte que je vous présente, il est majeur puisque les lignes directrices qui vont suivre en dépendent totalement. Comme je vous le présentais dans le cadre de l'autosaisine, il a été jugé important par l'ensemble des experts que soient pris en compte les animaux de l'étage sélection-multiplication des filières. Le producteur qui achète aujourd'hui sa viande sur laquelle est présente une étiquette de bien-être des animaux, il a en tête que cette étiquette, elle correspond à l'animal qui a été abattu pour lui donner la viande qu'il achète. Pour l'ensemble des experts, eh bien, il a semblé majeur d'introduire dans cet étiquetage le bien-être des animaux qui sont les apparentés de ces animaux de l'étage de production, donc les ascendants et les collatéraux qui sont jusqu'à présent peu ou pas du tout pris en compte dans les référentiels d'étiquetage des étiquettes bien-être existantes. Pourquoi important de mettre un focus sur les animaux de cet étage ? Parce qu'ils sont soumis à des risques d'atteinte à leur bien-être assez importants. Ces animaux sont mis à la reproduction systématiquement. Ils concentrent des extrêmes génétiques, hein. Ils sont homozygotes pour les caractères concernés par les choix de la filière. Et cette homozygotie deviendra ensuite hétérozygotie à force de croisement.
Ce sont des animaux de valeur économique et patrimoniale très élevée qui sont donc soumis à des conditions de vie présentant des excès de contrôle avec des mesures de biosécurité assez drastiques. Et puis par ailleurs, de par leur très haut niveau de performance, ils ont des conduites d'élevage particulières qui présentent des phases de restriction alimentaire, des traitements hormonaux, des manipulations fréquentes. Donc, c'est la justification de la prise en compte de tous les animaux de la filière de production pour une étiquette bien-être des animaux. Et pour l'ensemble de ces animaux, eh bien, il va s'agir de considérer chacune de leurs étapes de vie, puisque les animaux de l'étage sélection-multiplication sont eux aussi transportés puis abattus. Donc, 3 étapes de vie à considérer en élevage, pendant le transport et à l'abattage. Pour les lignes directrices que je vous présente, il s'agit donc, il ne s'agit pas d'une étiquette clé en main, mais bien d'une boîte à outils qui est destinée aux scientifiques et aux parties prenantes qui vont co-construire ce référentiel d'étiquetage qui doit inclure des protocoles d'évaluation spécifiques de chaque étape de vie des animaux pour une catégorie d'animaux concernés en vue d'une étiquette. Et donc cette étiquette, qui elle va être accessible au consommateur avec une information simple et visuelle, lui, le consommateur, doit pouvoir se référer systématiquement au référentiel qui a conduit à cette note ou à cette couleur sur l'étiquette pour pouvoir comprendre quels sont les choix qui ont été faits dans les indicateurs, dans la manière d'agréger les notes obtenues pour mieux comprendre la conclusion du projet. Donc, le référentiel doit être transparent et accessible à tous. Ce référentiel, il doit comprendre donc la description des acteurs qui sont responsables de cette co-construction de référentiel, de la catégorie d'animaux concernés et des produits visés in fine, des facteurs de risque d'atteinte au bien-être des animaux, de la construction des protocoles d'évaluation multicritères ainsi que les choix des indicateurs de mesure. Une fois les mesures d'indicateurs réalisées, comment on va agréger ces données en 5 étapes pour obtenir une note de bien-être pour chacun des étages de la filière et enfin agréger chacune de ces 2 notes pour obtenir une note finale qui sera classée dans un référentiel multiniveau. Alors, je vais vous présenter assez rapidement l'ensemble de ces éléments, notamment, on va commencer avec le protocole d'évaluation multicritère du bien-être des animaux. Vous avez ici un schéma très générique, puisque, comme on le disait dans le cadrage de l'autosaisine, ces travaux doivent s'adresser à tous les animaux producteurs de denrées. Donc, ces lignes directrices, elles restent très au-dessus et elles sont très adaptables. Les choix sont effectivement faits par les consortiums, parties prenantes, scientifiques, etc., qui vont construire ce référentiel. Les protocoles d'évaluation, Julie, oui. si tu pouvais finir en 5 minutes, s'il te plaît. Ah oui, mais ça va être compliqué là. Ce protocole 6 si tu d'évaluation, veux. ok, il répond à la définition du bien-être des animaux, c'est ça qui est le point majeur, hein. Le bien-être, il est individuel et multidomaine, donc vous le voyez ici, et c'est une évolution. Les experts présentent 6 domaines à évaluer, qui sont ici au centre du schéma, auxquels sont raccordés 14 critères. Et pour évaluer ces critères, bien sûr, vous avez 2 types d'indicateurs qui sont soit des ABM, soit des RBM. Nous souhaitons, avec ces protocoles d'évaluation, qu'ils répondent à la définition du bien-être des animaux, qui est donc son état mental et physique positif, dépendant de la satisfaction de ses besoins comportementaux et physiologiques, ainsi que de ses attentes. Et ce bien-être, il dépend de la perception de sa situation par chacun des animaux. Et donc, pour ça,
Les ABM sont dits nécessaires et prioritaires. C'est pas une imposition. On sait que parfois c'est pas possible de les utiliser, mais parce que ces ABM, ce sont donc l'expression d'un résultat du bien-être sur l'animal, comment l'animal perçoit sa situation. Et c'est donc les seuls indicateurs qui répondent à la définition stricte du bien-être. S'agissant des RBM, qui sont les indicateurs basés sur les ressources, ce sont donc l'expression de moyens mis en œuvre pour que l'animal soit dans un état de bien-être. Et il s'agit donc plus ici de bientraitance, de protection des animaux, plus que de bien-être. Donc, corrélativement à tout ça, l'indication du seul mode d'élevage sur une étiquette ne peut pas être assimilée à un étiquetage du bien-être des animaux. Une fois les mesures effectuées, un processus d'agrégation en 5 étapes pour obtenir des notes par critère, des notes par domaine, des notes par étape de vie, puis des notes pour chacun des étages de la filière. Alors, le point qui a été énormément discuté et que donc les experts sont très conscients qu'il va être absolument compliqué de suivre de manière aussi exhaustive les protocoles d'évaluation pour les animaux de l'étage sélection-multiplication plutôt que pour l'étage de production. Ces élevages, on le sait, sont très protégés en France de par la haute valeur économique et patrimoniale des animaux, comme je le disais précédemment, mais également par le secret des affaires. Et puis, bien souvent, ils peuvent être situés non pas en Europe, mais à l'international. Ils sont encore moins visitables. Néanmoins, les experts pensent que les informations pourraient être accessibles de manière contractualisée. Ce score de l'étage sélection-multiplication, il va venir majorer ou minorer le score de bien-être de l'étage de production. La règle à respecter, la ligne directrice, elle est donc la suivante. Il faut obtenir un score de bien-être pour les tâches de sélection-multiplication, ne pas avoir zéro information et collecter le maximum d'informations possibles pour cette évaluation sur la base du protocole décrit. Les 2 niveaux les plus performants du référentiel doivent intégrer les informations de cet étage sélection-multiplication de manière significative et discriminante, puisque les 2 premiers niveaux où vont être classées les notes de bien-être, ils sont marqueurs d'une démarche améliorative et ce serait mensonger vis-à-vis du consommateur que de faire autrement. Agences et experts ont noté qu'un travail prospectif de réflexion était nécessaire pour déterminer la possibilité d'obtenir le même niveau d'information pour les 2 étages. Donc, je vous le disais, une fois qu'on a obtenu la note globale finale d'agrégation entre les 2 étages de la filière, eh bien, voici le référentiel de classement de cette note qui est un référentiel de classement multiniveau. Il est d'abord multiniveau pour permettre une progressivité du système et pour refléter la diversité de toutes les situations d'élevage et fournir aux consommateurs des infos fiables, faciles à comprendre. Il va être en 5 niveaux si le système d'étiquetage est obligatoire, en répondant à la loi que le niveau minimal est alors, il correspond au strict respect de la législation sur le bien-être des animaux. Si le système d'étiquetage est d'application volontaire, il doit répondre au règlement INCO, au règlement européen, qui porte donc sur l'information des consommateurs et qui indique qu'en cas d'application volontaire, le niveau minimum du système doit proposer des actions amélioratrices par rapport au strict respect de la législation. Les experts proposent ici que ces actions amélioratrices correspondent à la non-application des mesures dérogatoires prévues par la législation européenne sur le bien-être. Pas d'utilisation de conditions spécifiques pour l'âge au sevrage pour les porcs, pas de dérogation de la densité pour les volailles, pas de dérogation pour l'étourdissement avant abattage. Les points forts, voilà, je ne sais même pas si j'ai le temps de les présenter, mais normalement, je vous les ai présentés tout au long de cette présentation. Et donc, je vous remercie pour votre attention en espérant avoir tenu les temps. Hervé ? Alors, merci Julie. On a le temps pour quelques questions. Alors, je suis désolé de brusquer, mais je me suis fait attraper par la patrouille tout à l'heure. Donc, allez-y. Est-ce que vous avez des questions? Oui, là. Romain, s'il te plaît. Tu entends bien de la salle? Enfin, oui, remarque, je ne suis pas dans la salle. Oui.
Ouais, ok. Allez-y. Oui, bonjour, Angèle Gouaud de chez LDC. Je trouve que ce rapport, il est hyper intéressant parce que c'est bien de se concentrer sur des indicateurs qui sont basés sur les animaux, puisqu'on a pu voir que, en fait, sur des choses toutes bêtes comme des densités, avec des pratiques d'éleveurs qui sont très bonnes, on peut avoir de très bons niveaux de bien-être. Mais du coup, ma question, c'est pourquoi, du coup, le niveau D est limité à des indicateurs de moyens, qui sont en effet les densités, mais du coup, là, on exclut toute la volaille standard. Pardon, non, c'est un résumé de la démarche. Hein. Il est juste que ce niveau D, ce sera le niveau minimal d'un système d'application volontaire. Ah, pardon, je suis malade. Donc, mais en revanche, ça n'empêche pas de réaliser les mesures des indicateurs et d'agréger les notes. Simplement, en fonction des bornes qui auront été décidées par les acteurs qui co-construisent le référentiel, le niveau D, il est réservé à ceux qui obtiendront la note globale minimale. Mais de toute façon, comme c'est une application volontaire et qui doit répondre aux exigences du règlement INCO, et ce niveau minimal doit présenter des améliorations par rapport au strict respect de la législation européenne. Et ce sont des moyens, mais des moyens dont on sait qu'ils sont majeurs pour l'amélioration du bien-être des animaux. La densité, l'absence l'étourdissement avant abattage, voilà, c'est... Vous rediscuterez. Il faut que la personne derrière toi te donne un peu d'eau. Ghislain ? Oui, donc Ghislain de Wellfarm. Ma question rejoint peut-être un petit peu celle-là. En fait, moi, je suis très heureux qu'il y ait une volonté d'avoir à la fois des indicateurs basés sur l'animal et des indicateurs ressources. Je ne pense pas qu'il faille l'un ou l'autre, je pense qu'il faut les deux en même temps. Et à la dernière réunion de la plateforme européenne sur le bien-être animal de la Commission européenne, il y a eu une présentation je crois que c'était un institut espagnol qui a présenté une méthode pour évaluer le bien-être animal qui était basée uniquement sur des indicateurs sur l'animal lui-même. Et donc voilà, je voudrais savoir comment est accueilli justement votre proposition qui est à la fois des indicateurs de moyens et des indicateurs de ressources et des indicateurs sur l'animal. Est-ce que cette nécessité de prendre ces deux indicateurs en compte a fait l'objet de contestation ou pas ? Julie ? Pas à ce jour. Hein. Après, nous, on le répète tout au long du rapport, les deux sont possibles, mais les ABM doivent être nécessaires et prioritaires. Mais on sait pertinemment que pour certains critères, parfois, aucun ABM ne pourra être utilisable. Et donc, il ne faut pas fermer complètement la porte à l'utilisation d'indicateurs de ressources. Très bien. On a eu une présentation de Welfare Quality à une journée de Lead Expert, je ne sais pas quand, qui est beaucoup sur les animaux. Mais bref, qui a levé la main ? Oui, pardon. Ah ben, il faut un micro. Je l'ai. Allez-y. Oui, alors c'est une question très ouverte et peut-être qu'on y reviendra plus tard de façon plus large. Mais en tout cas, je constate qu'il y a énormément de travail, de diagrammes, de tableaux, de schémas, de grilles de notation, beaucoup de définitions du bien-être animal. Donc on sait ce qu'on cherche. Donc c'est le bien-être animal, on sait pourquoi, les attentes sociétales, la prise en considération de l'animal, on sait pour qui, le consommateur, l'éleveur, mais néanmoins, comment ça se retranscrit ? Qu'est-ce que tout ça change concrètement pour les animaux ? Parce que c'est quand même eux, pas les seuls concernés, mais c'est eux aussi qui sont concernés. Donc qu'est-ce qui est mis en place ? Après tout ça, après cette densité de recherche, comment on transpose tout ça dans l'environnement artificiel qu'on leur impose ? Comment C'est bon ? Désolée, voilà. Julie, si tu veux dire quelque chose, il y a beaucoup de travaux. On ne peut pas tout présenter à chaque fois. C'est ça. Oui. Donc, voilà, mais Julie, vas-y. Ce qu'on donne ici, comme je disais, ce sont des outils et
en fait, il y a pas tant de diagrammes et de tableaux que ça. Ce ne sont que des propositions que les acteurs vont ensuite s'approprier et adapter à la filière visée, etc. Et justement, quand le rapport est sorti, c'était très important dans la communication de ces travaux de dire que les éleveurs, les acteurs doivent voir ces éléments-là comme un tremplin, parce qu'en France, les choses sont plutôt bien faites. Donc, adapter tous ces éléments-là, oui, doit permettre aux acteurs de mettre en valeur le travail bien fait. Et de s'améliorer. Et de s'améliorer, puisque je le disais, le système, il est progressif. Hein. C'est pas justement en raison de cela qu'il est en 4 ou 5 niveaux. Ok, merci Julie. Je vous propose qu'on passe à l'intervention suivante. Merci beaucoup, on va t'applaudir. Merci Norbert. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous.